Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, atterrissage forcé à la Camerco, Louis-Roger Dipendi Kwotu expulsé du cockpit. Une nouvelle équipe a pris les commandes à l'issue du conseil d'administration tenu ce jour à Yaoundé. Le nouveau PCA Moye Ayem et le directeur général Ella Ngema pourront-ils faire voler une compagnie qui croule sous le poids d'une dette de 100 milliards de francs CFA? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et à l'étranger, scandale dans la démocratie américaine. Les partisans de Donald Trump contestent la validation de l'élection de Joe Biden. Le Congrès l'a fait ce jour en vue de son investiture le 20 janvier prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, une nouvelle équipe aux commandes de la Camerco, Ella Ngema et Moye Ayem ont été portés à la tête de la compagnie aérienne nationale, le premier au poste de directeur général et le second au poste du président du conseil d'administration. Cette décision met ainsi fin au bail de Louis-Roger Kwotu Dipendi, qui aura passé 7 mois au sein de cette structure. C'est l'essentiel à retenir du conseil d'administration tenu ce jour à Yaoundé et présidé par le ministre des Transports. Et ces changements de management à la tête de la Camerco cachent mal une compagnie aérienne en lambeaux, une dette abyssale, un effectif pléthorique, une flotte vide. La compagnie aérienne nationale du Cameroun n'est compagnie que de nom. La piste de l'ouverture de son capital au secteur privé, telle qu'envisagée par le gouvernement, pourrait permettre de scruter un horizon plus clair. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. 110 milliards de francs CFA, la compagnie aérienne nationale du Cameroun croule sous le poids de sa costaud de dette. Dans sa vague de changement de management non concluant, le gouvernement envisage d'ouvrir à hauteur de 51% le capital de l'entreprise au secteur privé. Au rythme de l'endettement de l'État, il est judicieux que l'État recherche un partenaire étranger ou local, bien évidemment, pour partager les risques. Un partage de risques qui ne serait pas suffisant si cela ne s'accompagne de mesures visant à rentabiliser les activités de l'entreprise. Georges Mekabe sur le sujet, un partenariat avec des géants du secteur afin de gagner des parts de marché sur des lignes où la compagnie a de l'influence. Des pays comme Dakar, qui sont des capitales régionales, ou Abidjan, qui permettent à ce que les bureaux de Camerco à l'étranger soient gérés par le partenaire étranger, mais aussi un partage au niveau des lignes et des fréquences commerciales qui peuvent y exister. Pour sa viabilité, Camerco veut dégraisser ses effectifs. Sur ses 577 employés, l'entreprise veut licencier 130 afin de supporter ses charges. Ethiopian Airlines est une compagnie qui, rien que pour 2018 sur 2019, ils ont fait un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, 2200 milliards de francs CFA. Cette compagnie a 120 avions et pour les 120 avions, elle a 14 000 employés environ. Donc quand on fait la moyenne sur les 120 avions, ça veut dire que la moyenne nombre d'employés par avion, c'est autour de 116 employés à Ethiopian Airlines pour un avion. Et quand on regarde, quand on fait la comparaison avec ce que nous avons avec Camerco, c'est un seul avion, notamment le MA60, puis on compte parce qu'on loue le MA60 avec 577 employés. Le coronavirus a aggravé les difficultés de Camerco, privant l'entreprise d'activité pendant 6 mois. La compagnie fonctionne désormais avec un seul avion, loué avec son équipage. Et ce fait de société des présumés malfrats, victimes de la justice populaire dans la ville des Bolova. Ils ont été neutralisés par la population qui en avait marre des coups de vol à répétition dans plusieurs quartiers de la ville. Roger Takala et Kedjara. Les habitants de la ville des Bolova sont aux abois. Pour cause, un vent d'insécurité règne dans la ville depuis plusieurs mois, mettant en mal leur investissement. Le cas le plus récent est celui de ce jeune homme, conducteur de moto, qui s'est fait agresser par un client alors qu'il tentait de le mener à sa destination.
Quand elle a voulu donner le boudin, j'ai bloqué. C'est là alors que j'ai dit que comme c'est déjà la guerre, je me suis sauté sur la moto. Il a alors donc pris la moto pour démarrer partir. Quand il a démarré pour vouloir partir, j'ai soulevé le derrière de la moto. Il est allé tomber. Une bagarre de forte intensité va suivre. L'agresseur présumé Rouedoku va utiliser tous les moyens en sa possession pour se défendre. C'est comme bagarre maintenant, il ressent vraiment que j'étais puissant plus que lui. Il a d'abord croqué l'oreille droite. Je n'ai même pas ressenti. Il croque encore sur celui de gauche. Je n'ai pas toujours ressenti. J'ai fait la force avec l'aller. On est allé tomber à la rigole. Des passants vont prêter main forte au propriétaire de la moto. Le voleur présumé est interpellé par la foule et copieusement battu. C'est grâce à l'intervention des forces de maintien de l'ordre qu'il va sortir de là vivant. Il est immédiatement conduit à l'hôpital régional des Bolova pour soins. En fait, que les conducteurs de moto de la ville ne vont pas digérer, ils vont se rendre à l'hôpital, menaçant de le casser pour tenter d'extirper leur voleur. Va alors s'en suivre un affrontement avec les forces de maintien de l'ordre qui vont finalement les repousser. Même si le voleur présumé peine à s'exprimer, il rejette en bloc les accusations de vol qui pèsent sur sa personne. Alors qu'il m'a démarré les pieds sortis, les pieds avec 300, sortis 300. 200, voilà, ça, et qu'elle arrive, elle en gagne, moi, elle comprenait. Ce n'est pas la première fois que la ville enregistre ce type d'incident. Les conducteurs de moto, perturbés par le fait, demandent aux autorités de ne plus intervenir dans les cas de flagrant délit. Moi, ici à Bolova, on ne parvient pas à travailler parce qu'il y a trop les bandits. À peine que tu travailles dans la nuit, c'est que les agressions, soit le matou, même manger nous dépasse. On prend les motos comme ça, 800 000, 700 000, on ne parvient pas à rembourser l'argent. Et en même temps, la police vient intervenir, c'est ce qu'il ne faut même pas la peine d'intervenir. Soit nous laissons finir avec lui, on sait que lui, on va continuer. Conscients de ce que la justice populaire est condamnée par la loi, ils insistent tout de même pour mettre la main sur ces voleurs responsables de leur turpitude. En page économie de ce journal, les pays africains les moins avancés sont-ils les grands perdants du marché commun continental? La zone de libre-échange africaine est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, mais les petites économies pourraient avoir du mal à trouver leur compte face aux mastodontes. Pour les observateurs, un double défi s'impose pour rattraper le retard sur le plan technique et infrastructurel. Dalastiana et Donald Brice Kamga. Les pays africains y placent beaucoup d'espoir. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale constitue un boulevard d'opportunités, mais le vaste marché d'1,2 milliard de personnes que l'ouverture des frontières entraîne pourrait ne pas profiter aux pays les moins avancés sur le court terme. Les pays qui ont un retard structurel en matière d'infrastructure, il faut que nos ports soit modernisé. Les ports, mais aussi le réseau routier encore peu dense en Afrique centrale notamment. Les pays aux économies fortes, à l'exemple des géants comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, ont ainsi l'occasion de s'appuyer sur l'industrialisation nettement avancée pour tirer leur épingle du jeu. Un pays comme le Nigeria n'est pas le Mali. On peut donc craindre, que le niveau de transaction ne soit pas le même. Cette disparité ne doit pas décourager les États et les entreprises. Un travail de transformation des économies pourrait permettre aux pays à faible production de se mettre à niveau d'après cet économiste. Défi d'autant plus indispensable que l'ouverture des marchés pourrait faire courir les grandes firmes internationales sur le continent en défaveur des entreprises locales. Muscler leurs capacités et essayer de travailler au niveau de la qualité et au niveau de la transformation structurelle. Maintenant, au niveau des États, les États doivent prendre conscience que leurs entreprises doivent être soutenues pour ne pas être ravagées par la concurrence extérieure. D'ici 2036, les pays africains veulent arriver à une levée quasi complète des taxes douanières. En l'état actuel, la suppression des tarifs est progressive. 34 pays ont ratifié l'accord de libre-échange sur 52 l'ayant signé. Le défi est de renforcer les échanges intra-africains, le continent le moins intégré économiquement, avec à peine 16% de transactions.
Et en santé, 17 000 Camerounais décèdent chaque année de maladies cardiovasculaires. Face à cette cote d'alerte dans le pays, des campagnes de sensibilisation sont menées pour faire reculer des risques qu'encourent les populations, à l'instar de celles de Tokombéré, à l'extrême nord Cameroun, qui ont été éduquées sur le diabète et l'hypertension artérielle. Eric Fopossi et Amadou Dairo. En file indienne, avec un air d'authenticité. Des populations descendues de leurs précieuses montagnes pour faire le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Une grande première à Tokombéré, département du Mayo-Sava, dans l'extrême nord Cameroun, où des maladies cardiovasculaires font des ravages. Nous avons constaté ensemble en clinique que les maladies cardiovasculaires sont galopantes. C'est-à-dire que nous constatons que l'hypertension est en train d'augmenter, la prévalence de diabète est en train d'augmenter. À Tokombéré, nous sommes à peu près à 35% des hypertendus et à peu près à 8% des diabétiques. Alors ces chiffres sont pratiquement les mêmes, les chiffres nationaux, parce que sur le plan national, nous sommes à 40%. Et de plus en plus, nous constatons des morts subites. À l'hôpital, tout comme dans la société, parce que moi aussi je vis dans la société. Dans un environnement où les préjugés ont la peau dure, les décès par AVC sont généralement assimilés à la sorcellerie ou à la malédiction des ancêtres. C'est par rapport à ça que nous voulons amener la population à être sensibilisée. Parce que pour la population, ces morts subites sont d'une réalité métaphysique. Pour elle, c'est de la sorcellerie. Ils ne peuvent pas imaginer qu'une personne qui se couche très bien en soirée et le soir, le matin, il se relève mort ou une partie est paralysée. Chez nous, les cliniciens, on dit que c'est l'AVC, on peut dire que c'est un arrêt cardiaque. Mais le mortel commun ne peut pas imaginer que ce soit comme ça, surtout dans notre montagne. On pense que c'est la sorcellerie. Pour les professionnels de santé, des actions de sensibilisation s'imposent. Nous les faisons comprendre que il faut d'abord connaître son statut cardiovasculaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est hypertendu ou pas? Une fois connu, si on est hypertendu, on peut se prendre en charge parce qu'il y a les médicaments pour ça. Joignant le nécessaire à l'agréable, des personnes habitant la montagne ont accepté volontairement de se faire dépister au détour d'un festival culturel. Nous sommes descendus de la montagne. Aujourd'hui, nous sommes très fiers et contents de donner l'exemple aux autres. Beaucoup de ceux qui meurent du diabète parce que ça ravage trop, mais malgré les docteurs vont beaucoup nous aider. Nous demandons aussi à nos frères qui sont sur la montagne de descendre, faire les examens comme nous avons aussi fait. Je suis venu faire le texte de diabète et hypertension. C'est pour assurer ma santé. Organisée par la Fondation camerounaise du cœur, la campagne sur les facteurs à risque des maladies cardiovasculaires a permis de sensibiliser presque 1000 personnes et d'en dépister gratuitement jusqu'à 400. Sur cet échantillon, près de 25% d'hypertendus et 5% de diabétiques. Actualité hors de nos frontières, aux États-Unis, le Congrès officialise la victoire de l'élection du candidat démocrate Joe Biden, malgré l'opposition des partisans de Donald Trump. Cependant, en Ouganda, campagne électorale dans la violence, des journalistes dénoncent les exactions de la police sur des civils. Et en Côte d'Ivoire, le FPI en pourparlers avec le gouvernement pour un retour éventuel de Laurent Gbagbo. La mouture internationale est signée Gladys Sidi. Proche de Laurent Gbagbo à la primature, reçu par Ahmed Bakayoko pour évoquer les dispositions à prendre pour le retour de l'ancien chef d'État ivoirien en vue des élections législatives du 6 mars prochain. Le président Laurent Gbagbo m'a chargé de me mettre en contact avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre, pour préparer son retour. Et avec le ministre Dano Guédié, nous sommes déjà passés une fois. Cette fois-ci, nous sommes revenus pour qu'on aborde vraiment le vrai problème, voir tout ce qu'on doit faire. Et M. le Premier ministre est dans de très bonnes dispositions. Lui aussi, il veut que les choses évoluent rapidement pour que le président Gbagbo soit ici et que
les Ivoiriens se retrouvent entre eux. C'est de ça que nous avions parlé. Bon, pour le moment, on est en discussion. Donc, permettez-moi de ne pas aller en profondeur. Mais sachez que tout évolue bien. Tout évolue bien dans un sens très positif. Laurent Gbagbo a reçu le 4 décembre dernier ses 2 passeports ordinaires et diplomatiques lui permettant de retourner dans son pays après de longues années d'absence. Le gouvernement ivoirien, à travers cet acte, entend décrisper le climat sociopolitique encore tendu il y a quelques mois après la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle. En Ouganda, les journalistes dénoncent la répression de l'État. À l'approche de l'élection présidentielle, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme en Ouganda dénonce une multiplication du nombre de violences contre les journalistes couvrant la campagne. Sur ces images, on voit un homme en tenue ouvrir le feu sur un journaliste. Celui-ci atteint à la tête est transporté en urgence dans un hôpital par les militants du parti dont il couvrait la manifestation. Depuis la nomination des candidats en début novembre, plus d'une centaine d'attaques visant des membres de la presse ont été enregistrées. Un niveau de violence jamais vu dans une élection en Ouganda qui pousse les organisations de défense des droits humains à alerter. Alors que le scrutin prévu le 14 janvier ne cesse de s'approcher, les journalistes doivent faire face à de nouvelles contraintes qui, pour beaucoup d'entre eux, s'assimilent à de la censure. Et puis aux États-Unis, le Congrès américain a officialisé la victoire de Joe Biden à la présidentielle. La session avait été interrompue la veille pendant plusieurs heures après l'irruption des manifestants pro-Trump au Capitole et les scènes de chaos qui ont suivi. À l'issue de la séance plénière, le vice-président Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 à Donald Trump. Ce dernier, privé de son compte Twitter, a d'ailleurs admis par voie de communiqué sa défaite. Il a promis une transition ordonnée après la certification de la victoire de Joe Biden. Il ajoute toutefois qu'il reste en désaccord avec le résultat. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité, aux États-Unis, le réseau social Facebook annonce avoir bloqué le compte officiel du président Donald Trump pour une durée indéterminée. L'information a été dévoilée par le patron en personne, Mark Zuckerberg. Et précisons également que cette actualité aux États-Unis préoccupe également le député SDF Jean-Michel Nitieux. Pour lui, les États-Unis viennent de donner une formidable leçon de démocratie aux dictatures et plus précisément au Cameroun. La force des institutions a triomphé de la tentative de personnalisation du pouvoir qui est prégnante dans les républiques bananières. La justice, l'armée, les gouverneurs républicains des États fédérés, la quasi-totalité des fonctionnaires de l'administration Trump, ainsi que plusieurs élus de partis républicains auxquels appartient le président Trump, ont systématiquement refusé d'obéir aux injonctions de ce dernier. Pour que triomphe la démocratie, tels sont les enseignements positifs à tirer des derniers événements aux États-Unis, précise l'honorable Jean-Michel Nitieux. Et du sport dans ce journal, quelle ville de Douala pour accueillir le CHAN 2021 à 10 jours ou à 9 jours de la compétition? Les tas d'immondices et ordures ménagères jonchent les rues de la capitale économique, une situation qui agace les Doualais. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue François Dicomé, Isabelle Carozoupet. À quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2021, la ville de Douala, qui abritera également cette compétition, croule sous le poids de l'insalubrité. Illustration, quartier Bépandar, dans le 5e arrondissement de la ville. Ici, des tas d'immondices dictent leurs lois au grand désarroi des populations. Et tant qu'il n'y a pas de bar à ordures, les gens vont vivre comment? Ils vont faire comment des ordures? Pour cela que vraiment, nous sommes tellement mal à l'aise. On ne peut pas garder les ordures ça. Maintenant, on va faire comment? On peut pas en jeter là où on peut être aussi un peu à l'aise à la maison. Et en jetant maintenant les moustiques, la maladie, tout. Nous aussi, on va faire comme ça. Donc Isaac ne fait pas son travail comme Isaac ne passe plus par ici là. Impossible de faire un pas sans se heurter à ces quantités importantes de déchets qui fragilisent la santé des populations et ternissent l'image de la ville qui va pourtant accueillir des étrangers
dans le cadre de cette compétition. Que l'État prenne responsabilité d'enlever toute la saleté dans de la ville, il doit nettoyer la ville. Et comme les étrangers vont venir, comment on reçoit d'autres pays dans notre pays. Donc on prie beaucoup pour l'État de nettoyer la ville. Nous la trouvons sale, mais on n'a pas le choix que de supporter. À ce tableau sombre de Douala causé par l'insalubrité s'ajoute le désordre urbain. Un autre facteur qui assombrit davantage le visage de la capitale économique. Ça nous va faire montrer l'image du Cameroun dans d'autres cieux. Quand nous voyons ce que les maires qui viennent d'être élus, la première des choses devait être qu'il y a des villes prioritaires comme Douala, Yaoundé, ainsi de suite, les villes où la chaîne devait avoir vraiment lieu, où les maires dans les premières actions devaient poser l'image de faire briller la ville. Mais nous sommes vraiment déçus. Ni le secteur des transports, ni rien. Les vieilles voitures jonchent la ville, les poubelles jonchent la ville, l'embouteillage de part et d'autre, pour ne pas parler à Douala, Yassa, Douala, Bonabé. Reste donc aux autorités à prendre leurs responsabilités et aux populations à faire preuve de civisme pour une ville propre. Et parlant justement du CHAN 2021, la présentation des tests de Covid-19 ne sera pas exigée aux supporters à l'entrée des stades. La commission médicale du CHAN vient d'en décider. Elle précise cependant que le respect des mesures barrières sera de rigueur durant cette compétition. Emos Fongo, Sylvestre Zangao. Le CHAN se disputera avec des supporters dans les tribunes. Si leur admission nécessite un billet, la présentation d'un résultat de test Covid ne sera pas obligatoire, affirme le professeur Claude Damtia, président de la commission médicale du CHAN. S'agissant des spectateurs, ils n'ont pas besoin d'un test. Ils doivent rentrer dans un circuit protégé avec des mesures barrières. Eux-là, ils ne sont pas testés. Mais ils doivent être dans un cadre bien cloisonné, imitant tout rapport entre eux. Ce ne sera cependant pas la cour du roi Péto. Le respect des mesures barrières sera de rigueur. Des mesures seront prises. Quand on admet un spectateur sur 4, on va donc espacer les sièges. S'il y a un terrain de 40 000 spectateurs, si on vous dit 25%, vous divisez par 4, ça fait 10 000. Il faudra donc prendre des mesures d'espaciation et puis s'assurer que vraiment il y a une discipline pour qu'il n'y ait pas plus de gens que cela. Que les gens aient leur masque, que les gens respectent la distanciation, que les gens se lavent les mains, que les gens aient le gel. On va prendre des mesures pour mettre à la disposition des équipes les moyens qu'il faut, pour prendre des mesures pour sélectionner les gens qui rentrent, pour que ce soit un nombre qui corresponde à ce qui a été admis. Ce n'est pas facile, mais c'est un engagement qu'on a pris. Le coup d'envoi de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations sera donné dans moins d'une dizaine de jours. Les prix des tickets d'accès au stade sont connus depuis des semaines. 1 500 francs CFA à 50 000 francs CFA pour le stade de Japoma et de 1 000 francs à 50 000 francs CFA pour le stade omnisport de Yaoundé, le stade de la réunification Bepanda à Douala et le stade omnisport de Limbé. Et toujours en rapport avec le CHAN 2021, la Société anonyme des brasseries du Cameroun prête pour la compétition. La SABC a démarré par un séminaire des commerciaux de l'ensemble du pays. Reportage. Nous sommes des conquérants, des soldats. C'est sous le thème « L'intelligence collective et conquérante », gage de notre leadership au service d'une agro-industrie performante et compétitive que le groupe SABC lance l'année 2021 par son traditionnel séminaire commercial et marketing. Et pour cette édition, marquée par la capacité de résilience de l'entreprise leader de l'agro-industrie, c'est la région du Centre qui ouvre le bal de ce séminaire itinérant qui, s'adaptant à l'actualité du CHAN, a complètement modifié le décor de l'esplanade du stade de la réunification en Fandena pour le bonheur des équipes de Yaoundé, les collègues de l'extérieur et du siège. Nous avons, dans le cadre de nos activités, prévu d'organiser un séminaire commercial. Une ambiance de foot rehaussée par la présence très remarquée de l'international camerounais Rigobert Bahanak, ancien pensionnaire de l'équipe de football des brasseries du Cameroun, venu célébrer dans son élégance habituelle les retrouvailles avec les conquérants
Moment d'ailleurs choisi par les commerciaux pour descendre en groupe souhaiter les vœux les meilleurs de nouvel an à leurs clients détaillants dans la perspective de nouvelles opportunités du marché. Après l'agréable, place à l'utile avec les plénières au Palais des Congrès de Yaoundé pour à la fois faire le bilan de 2020, mais aussi partager et échanger avec la région du Centre sur la stratégie 2021. Ouvert par un petit déjeuner partagé entre conquérants, les travaux de Yaoundé ont donné lieu à des discours. Tout d'abord, le directeur régional du centre, Dieudonné Ondoko, pour son mot de bienvenue, suivi du point de l'année 2020 sur le plan commercial et marketing et la présentation des objectifs de 2021 par le directeur commercial et marketing Aubin Tédédom. Et enfin, la nouvelle stratégie globale de l'entreprise faite par Emmanuel Détailly, le directeur général du groupe SABC. Tout ceci dans une ambiance conquérante et surtout dans le strict respect des mesures barrières. Précisons qu'après le centre, les régions de l'ouest, du Grand Nord, du littoral prendront le relais tout le mois de janvier 2021. Et la microfinance Renaprov, satisfaite du travail de son personnel malgré le choc de la pandémie du Covid-19, elle vient de présenter son plan d'action 2021-2027. Reportage. Malgré les crises sécuritaires et sanitaires et en dépit d'un environnement économique particulièrement difficile, Renaprov Finance SA a réussi le pari de se maintenir debout en 2020. Nous savons tous que cette année n'était pas une année de tout cœur et que la majorité d'entreprises a subi énormément de dysfonctionnements. Nos collaborateurs, ils se sont battus pour que les acteurs de la très petite entreprise qui sont nos principaux clients restent épanouis dans leur activité et qu'ils puissent mener à bien ce qu'ils ont choisi comme métier. Un défi qui n'a pu se réaliser que grâce au dévouement et à l'engagement du personnel, lequel a fait montre d'un professionnalisme qui force le respect. Ils se sont battus, corps et âme, et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Par rapport au contexte, nous sommes satisfaits du résultat, mais nous ne croisons pas les bras. Nous ferons encore plus d'efforts en cette année afin que les objectifs qui nous sont fixés par le conseil d'administration soient atteints. De quoi booster le moral des troupes au moment de dresser le bilan de l'année écoulée et de jeter les bases de 2021. Il est question pour nous de mobiliser les troupes pour détecter les faiblesses, pour essayer de rectifier le tir. En plus, pister les grandes forces pour que ce soit des éléments déclencheurs qui vont permettre à Renaprov Finance SA de pouvoir atteindre les objectifs liés à notre plan de développement qui va de 2021 à 2027, baptisé aux portes de Canaan. Cette année, Renaprov Finance SA va souffler sur sa 25e bougie. Le top management entend marquer d'une pierre blanche cet anniversaire en facilitant l'accès de sa fidèle clientèle à un logement décent. Renaprov, dans le cadre du projet Loura Foncier, envisage de permettre à nos clients, acteurs de la très petite entreprise, et beaucoup plus en rapport avec ce projet nouveau-né, le projet de mutuelle, permettre à ce que vous puissiez occuper un local. Vous payez tout doucement, sans toutefois que ce soit sous forme d'emprunt ou de préfinancement. Le président du conseil d'administration se veut encore plus précis sur cette innovation majeure qui va changer la vie de nombreux Camerounais. Le montant qu'il versait en location sera érigé en échéance de paiement. Si vous payez 50 000 francs, vous allez vous retrouver en train de payer 50 000 francs dans un logement de 17 millions et vous allez rembourser pendant 25 ans. Cette rencontre des membres de la grande famille de Renaprov Finance SA a offert l'occasion au conseil d'administration de récompenser ceux qui sont distingués par la qualité de leur travail en 2020. Ainsi,
Le meilleur employé et le meilleur chef d'agence ont été primés. De même que 2 employés ont reçu des prix d'encouragement pour leur exceptionnel dévouement. Je sens très très heureuse. Je n'attendais pas de cet honneur. Je n'attendais vraiment pas, mais la société m'a honoré et je suis très fier de ça. J'ai toujours fait des efforts et je donnerai toujours tous les efforts possibles avec l'ensemble de collaborateurs pour pouvoir maintenir. C'est juste la qualité du travail. Nous essayons d'améliorer la qualité des services et c'est ça qui fait la force de RENAPROF Agence Centrale. Avec un personnel aussi motivé, engagé et déterminé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que RENAPROF Finance SA va poursuivre sa montée en puissance en 2021. À 25 ans, cet acteur majeur de la microfinance au Cameroun est plus que jamais au service de sa fidèle clientèle. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Serge Alain et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. 14 ans après sa création, Camerco tient son 8e directeur général et son 6e président du conseil d'administration. Il faut dire, Serge Alain, que la nouvelle équipe désormais aux commandes de la compagnie aérienne nationale du Cameroun a à sa tête Mogé Ayem, nouveau PCA, et Ela Ngema, directeur général. Ces nouveaux hommes forts ont été nommés à l'issue du conseil d'administration extraordinaire tenu ce jour à Yaoundé, présidé par le ministre des Transports. Et face à ces différents changements au sein de la Camerco, l'on se demande si ces nouveaux responsables pourront-ils faire voler la compagnie aérienne nationale du Cameroun qui croupit sous le poids d'une dette de près de 100 milliards de francs CFA. Alors, 115 milliards, pour être plus précis. Merci à vous, Julien Berthe Bissaï. Merci, Serge. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite.